Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Très heureuse d'être ici avec vous pour vous présenter notre projet avec François, projet sur l'intelligence artificielle. Donc pour des présentations un peu rapides en attendant que tout le monde se connecte un petit peu. Donc enchantée, Julie Lucaora, je suis chargée de mission au sein du portail RSE et avec François, j'ai travaillé sur justement ce projet d'intelligence artificielle que on va vous présenter aujourd'hui et je laisse François se présenter également. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis François Bullier. En fait, je suis data scientist et j'ai travaillé sur le cœur du système de votre IA. Voilà, donc en attendant peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que les personnes se connectent, vous pouvez prendre votre téléphone et flasher ce QR code et nous dire si jamais vous avez déjà ou pas utilisé l'intelligence artificielle qui se trouve sur le portail RSE, pour un peu avoir une petite idée de si jamais vous êtes familier ou pas encore avec ça. Alors les résultats, pour le moment, oui, non, 50%. Plus de non que de oui. Ok, les votes arrivent. Ok, pour le moment, plus de non que de oui, donc vous êtes au bon endroit. J'attends encore un petit peu. Ok, commentaire aussi, non. Ok, super. Ok. Bon, une majorité de non, quelques oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui ont déjà pu utiliser aussi, à nous faire peut-être un retour aussi par message, ce que vous en pensez. Donc pour commencer cette présentation, donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu le contexte du projet. Donc pourquoi est-ce que on a réalisé une intelligence artificielle. On vous présentera plus en détail le projet, notamment François vous parlera un peu des détails techniques. Je vous ferai une démonstration de comment est-ce qu'on utilise cette intelligence artificielle. Et ensuite, on aura un temps d'échange justement pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à les écrire dans la discussion. On y répondra plutôt à la fin. Et puis voilà. Donc, concernant le contexte, donc pour un petit rappel, peut-être que ceux qui sont sur ce webinaire et qui sont tombés par hasard dessus ou qui ne connaissent pas encore le portail RSE, un petit rappel rapide de ce qu'est le portail RSE. Donc, c'est un service public numérique qui est gratuit, qui est accessible à toutes les entreprises et qui propose un chemin unique pour connaître et répondre à vos obligations en matière de RSE. C'est un projet qui est porté par la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie. C'est un projet qui existe maintenant depuis plus de 2 ans, qui est incubé au sein de l'incubateur de l'État qui s'appelle BetaGouv. Donc, c'est pourquoi dans l'URL du portail RSE, vous verrez le mot BetaGouv. Ce n'est pas que c'est un produit qui est encore en cours de création et qui n'est pas finalisé. C'est un produit justement qui est en constante évolution et qui a la particularité d'être une start-up d'État, c'est-à-dire qu'il est co-créé avec les utilisateurs et qui va justement s'enrichir en fait avec tous les retours que les utilisateurs nous font. Donc, concernant ce projet d'intelligence artificielle, notre objectif, c'est vraiment, on va dire, d'aider les entreprises à identifier les données qui sont qualitatives et qui sont relatives à la thématique de la durabilité, donc que ce soit l'environnement, le social ou la gouvernance. Pour le moment, donc dans ce qu'on va vous présenter, le premier cas d'usage de cette intelligence artificielle, c'est vraiment sur l'analyse d'écart. Donc, après l'analyse de matérialité, il est nécessaire de faire une analyse d'écart. Et pour le moment, cette intelligence artificielle permet de vous aider à faire cette étape-là. Mais par la suite, il y aura également d'autres usages. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire par message si vous avez aussi d'autres besoins, justement, peut-être de cas d'usage que n'a pas forcément nous pensé, mais que vous auriez besoin et avec laquelle cette intelligence artificielle pourrait vous aider. Et donc, plus globalement aussi, l'objectif en fait de cette intelligence artificielle, c'est vraiment de montrer aux entreprises que malgré, on va dire, la complexité de l'exercice de reporting qui peut être demandé, les entreprises ont déjà en interne de multiples documents qui permettent finalement de répondre aux informations de durabilité qui peuvent être demandées. Concernant donc l'analyse d'écart, donc je vais aller très vite dessus. Donc voilà, donc après l'analyse de matérialité, l'analyse d'écart en fait vous permet de savoir quelles sont les données que vous avez déjà en interne
et quelles sont les données que vous n'avez pas encore, alors que après l'analyse de double matérialité, vous avez pu voir que des informations sont nécessaires pour faire votre reporting. Et donc, cette étape-là, ça permet vraiment de faire le bilan. Et l'intelligence artificielle vous permet justement, en fait, de comprendre, en fait, globalement, quelles sont les phrases qui vous permettent de répondre ou non aux informations qui vous sont demandées. Donc, au sein du guide interactif, au sein du portail RSE, donc sur la CSRD, l'intelligence artificielle va se trouver dans la phase 2, donc collecte de données, dans l'étape 2 qui s'appelle réaliser l'analyse d'écart, et ensuite dans la sous-étape 2, donc identifier les écarts. C'est ici que vous trouverez justement cette intelligence artificielle qui vous aidera justement sur cette étape. Donc, concernant le projet, donc, tout d'abord, ce projet a commencé en juillet dernier, donc ça fait déjà plus de 6 mois, où justement on a rencontré François qui avait déjà travaillé sur un projet un peu similaire d'intelligence artificielle avec l'AFD pour pouvoir justement analyser les objectifs de développement durable. Et donc, suite à cette rencontre, on a justement essayé de définir la faisabilité de ce projet, de savoir si c'était possible ou pas d'avoir aussi une intelligence artificielle qui permet en fait pour les entreprises de téléverser les documents et de voir au sein de ces documents quelles sont les phrases qui permettent ou non de répondre à des ESRS. Donc, dès début août, on a commencé justement ce travail de création d'une base de données qu'on a pu enrichir pendant plusieurs mois. Donc, la dernière version a été finalisée en mars. Donc, on est arrivé sur une 15e version. On vous en parlera un peu plus en détail. On a également fait des tests avec des utilisateurs et notamment une entreprise qu'on remercie, Arc France, qui nous a pas mal aidé pour justement tester la faisabilité, la fiabilité et le niveau justement de pertinence de cette IA. Et puis, en avril dernier, on a pu justement mettre en production cette intelligence artificielle pour pouvoir vous la présenter. Donc, la première étape, c'était vraiment la construction de la base de données. Et donc, on a utilisé donc, Excel et on s'est dit justement qu'il nous faudrait un certain nombre de phrases par ESRS pour être très exhaustif. Et donc, on s'est vraiment focalisé sur des rapports français qui étaient publics. On a essayé d'avoir un échantillon assez large entre des secteurs différents, des tailles d'entreprises différentes, des niveaux de maturité d'entreprise également différentes, pour pouvoir avoir le plus de phrases qui soient justement différentes et qui puissent permettre à l'intelligence artificielle de se nourrir d'exemples très différents. Ensuite, donc, on a créé cette base de données. Donc, aujourd'hui, il y a eu 15 versions entre juillet et mars 2025 et on a plus de 200 phrases, donc, comme je vous l'ai dit, par ESRS. Et également, donc, François vous en parlera un peu plus, mais on a également aussi dans cette base de données pris aussi en compte tout ce qui n'est pas en fait des ESRS, donc ce qu'on appelle non ESRS. Et maintenant, je vais laisser François vous parler justement de l'aspect un peu plus technique. Donc rebonjour à tous. Donc on met pas mal de choses derrière les termes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vais essayer de synthétiser un petit peu ça et d'être un peu pédagogique sur ce sujet. De façon simple, on peut dire que l'IA, c'est l'automatisation de la connaissance et des décisions des humains. Donc depuis 2 ans, on connaît un développement important des IA génératives et ça s'accélère chaque jour, on le voit dans notre domaine, en commençant bien sûr par ChatGPT d'OpenAI, mais on a également aujourd'hui Mistral, qui est français, et puis plus récemment, en fait, l'apparition des agents d'IA qui utilisent finalement beaucoup de modèles génératifs pour essayer de répondre à des questions beaucoup plus complexes, comme DeepSeek ou Manos. Donc, à la base, tout le monde ne peut pas créer des IA génératives en partant de zéro. Ce sont des modèles qui sont entraînés longuement sur des infrastructures techniques à base de milliers de cartes GPU ou équivalentes, et sur des données très volumineuses et surtout variées, pour des tâches de génération de texte, mais aussi, on le voit, d'images, de vidéos, et on peut même aujourd'hui reproduire les voix. On les utilise principalement à partir de chatbots ou d'API. L'idée, c'est de leur donner un petit peu de contexte pour qu'elles répondent mieux à nos questions. On peut aussi les adapter plus profondément en les fine-tunant avec nos données, mais ça reste un processus très technique. Alors, ça pose pas mal de questions, les IA génératives. Ça pose la question de la véracité des textes qui sont générés. C'est vrai, il est vrai aujourd'hui que les IA génératives hallucinent moins, donc donnent des réponses qui sont de meilleure qualité qu'auparavant.
Ça pose des questions de sécurité et de confidentialité de nos données. Quand on va sur un chatbot et qu'on laisse en fait des textes, eh bien, est-ce que l'IA ne va pas derrière les réutiliser pour être réentraînée? Donc, il y a des droits de réutilisation des données en entrée et il y a également des droits d'utilisation des résultats en sortie, parce que toutes les IA ne sont pas open source. Donc, il faut garder la main et avoir un esprit critique sur ce que génèrent les IA. Le but, en fait, c'est d'exploiter en fait, ce que peuvent nous restituer les IA pour prendre des décisions les plus éclairées possibles, donc des décisions qui restent humaines. Donc l'objectif du projet qu'on a mis en place avec Claudia et Julie, pardon, c'est de détecter dans des documents des phrases qui se rapportent aux ESRS. On s'est concentré dans un premier temps sur des données qualitatives. Alors c'était plus compliqué d'aller chercher avec précision des données quantitatives dans vos documents. Et on a testé en fait les IA génératives. Donc pour voir si elles comprenaient ce qu'étaient des ESRS et si elles étaient capables d'en donner des exemples de phrases. Mais malheureusement, les réponses qu'on a eues elles restaient trop vagues et trop générales pour qu'on puisse les exploiter. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un jeu d'entraînement à partir de phrases que Julie a collectées et qu'elle a classées dans des thématiques ESRS. Donc on avait 10 thématiques ESRS et une thématique supplémentaire qui est le non-ESRS, qui est beaucoup plus large en fait. Ensuite, on a téléchargé un modèle et puis qu'on a entraîné localement, donc ce qui évite les problèmes de sécurité et de confidentialité. C'est un modèle de classification et on lui a demandé d'identifier les motifs qui lui permettront de reclasser de nouvelles phrases ou textes issus de vos documents PDF en français dans les ESRS. Donc les premiers modèles qu'on a construits sont des modèles lexicaux, hein, c'est des modèles qui sont basés sur la présence de mots dans les phrases ou la fréquence d'apparition des mots dans les phrases. Donc ce sont des modèles qui sont relativement simples, on pourrait éventuellement qualifier de naïfs. Mais l'idée, c'était de construire un modèle de référence et puis de voir si effectivement c'était réalisable. Donc ce modèle nous a permis de comprendre les motifs, les mots importants dans chaque catégorie de SRS, et dans le but, en fait, d'améliorer chacune des versions des datasets et de compléter le jeu de données et l'entraînement. Malheureusement, en fait, ces modèles restent assez simples et naïfs, et donc leurs performances sont assez réduites. Et donc, on a dû basculer sur des modèles sémantiques qui permettent une représentation plus élaborée en fait, des mots dans les phrases et des phrases. Donc, le but de ces modèles, c'est de comprendre le sens de la phrase. Donc, ils sont entraînés sur des volumes très importants de données, donc vous pouvez le voir sur le schéma qui est à gauche, sur des corpus de texte très importants, donc notamment Wikipédia, mais aussi certains corpus en français comme Oscar. Ce sont des GAFA qui les entraînent. Et puis derrière, elles utilisent leur infrastructure de GPU pour faire en sorte que le modèle aille chercher en fait les éléments importants dans les corpus de texte pour pouvoir prédire certains mots. Et donc, en fait, elles apprennent finalement la langue, c'est-à-dire elles apprennent la langue française ou la langue étrangère, la langue anglaise. Et donc, elles permettent à partir d'un texte de générer une représentation, on va dire numérique, de ce qu'est un mot dans la phrase et de ce qu'est une phrase. Sachant qu'un mot dans la phrase, sa représentation, elle est liée au contexte de la phrase. C'est pour ça qu'on les appelle sémantiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté derrière ces modèles une étape supplémentaire qui permet en fait de classer cette représentation numérique dans une ESRS. C'est-à-dire, est-ce que la représentation numérique de la phrase qu'on voit en dessous, l'entreprise s'engage à aider ses clients à améliorer leur capacité à résister aux effets du changement climatique. Une fois qu'on l'a encodé en numérique et qu'on l'a classifié, est-ce qu'on arrive à détecter qu'on est bien sur le SRS E1, changement climatique? Et donc, eh bien, on y est arrivé et plutôt correctement. Donc, Julie, je ne sais pas si tu peux passer au slide suivant. Et la première étape, en fait, ça a été, à partir de vos documents, d'essayer de récupérer les informations importantes, c'est-à-dire les phrases et les textes qui pouvaient être utiles et dans lesquels on pouvait trouver en fait des ESRS ou des phrases s'y rattachant.
Donc, on vous a demandé en fait de télécharger des fichiers PDF en français. Donc, c'est souvent en fait des fichiers qui sont issus de fichiers Word, éventuellement de fichiers PowerPoint. On a traité principalement le texte, on n'a pas traité les images et les tableaux dans un premier temps, mais on a nettoyé en fait les textes on a restructurés en phrases, parce que souvent vous avez des textes qui sont en multicolonnes. On a essayé de supprimer les titres, les en-têtes et les pieds de page. Et puis, on a filtré finalement les éléments qui étaient informatifs, c'est-à-dire les phrases ou les textes qui étaient plus grands que 20 caractères et inférieurs à 500 caractères. D'un côté, pour éviter les phrases qui avaient peu d'informations, donc difficiles à classer dans une ESRS, et de l'autre côté, pour éliminer les phrases ou les textes qui étaient trop grands. Mais il y en a très peu, en fait. Et puis, on a extrait la liste de ces phrases pour l'ensemble du fichier PDF, avec le numéro de la page pour que vous puissiez retrouver la phrase dans vos documents. Et enfin, on a utilisé une librairie avec le langage Python qui s'appelle PyMu-PDF, qui est la librairie qui permet en fait de transformer un fichier PDF en texte. Et puis ensuite, on a travaillé sur le nettoyage, le filtrage et puis l'extraction de la liste. Et une fois qu'on a la liste, eh bien, on peut regarder pour chacune des phrases de la liste. On peut la donner au modèle et on peut voir si cette phrase appartient ou pas à telle catégorie de SRS. Je pense que tu peux avancer, Julie. Je te remercie. Alors, le modèle qu'on a utilisé, donc, on a testé différentes choses, hein. On a testé pas mal de modèles. Le modèle qu'on a retenu, c'est le modèle sémantique. Donc, c'est un modèle qui encode les phrases et qui les classe dans les catégories de SRS appropriées. Donc, pour ce faire, on a utilisé ce qu'on appelle une carte GPU, hein. C'est une carte qui est munie de processeurs spécifiques et qui peut traiter en fait rapidement des modèles qui sont des modèles en fait d'apprentissage profond, de deep learning. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté un modèle existant qui a été créé par... alors le nôtre a été créé par l'INRIA. Et on l'a adapté pour que ce modèle, en fait, finalement, comprenne mieux ce que c'est qu'une ESRS et puisse bien classer une phrase dans les catégories de SRS. Donc, il y a eu la préparation du jeu de données d'entraînement et de validation, avec du nettoyage, de la sélection. Et puis, progressivement, on a abouti à un jeu de données qui était intéressant, donc dans sa version 15, Julie. Désolé hein, pour tout ce travail. Et puis, progressivement, on a évalué en fait des modèles pré-entraînés en français. Donc, on en a utilisé plusieurs, hein, de modèles de sentence d'embeddings. Donc, on a utilisé Camembert, Distilbert, et puis plus récemment, il est sorti ModernBERT, il est sorti Eurobert. Donc, tout un tas de BERT, en fait. Mais parmi tous ces modèles, c'est Camembert qui est resté le plus performant et j'allais dire le plus vertueux, c'est-à-dire un modèle qui est pas trop gros, qui fonctionne assez vite, et donc du coup avec une consommation carbone qui est limitée, puisqu'on le fait tourner sur du CPU et pas du GPU. Donc Camembert, c'est un modèle qui est issu de l'INRIA, qui lui-même est issu de Roberta, qui est un modèle entraîné par Meta, qui lui-même est issu d'un modèle BERT, qui a été entraîné par Google. Donc un modèle qui a 110 millions de paramètres, hein, 12 couches de modèle d'attention, et puis qui fait 450 mégas. Et puis on peut lui donner 512 fractions de mots en entrée, et il nous donne un vecteur en fait qui correspond à la phrase sémantique de 768 dimensions. Donc on l'a évalué sur plusieurs têtes de classification pour déterminer les ESRS. Ce qui a aidé, c'est qu'on a créé une librairie qui s'appelle BVibe, que vous pouvez utiliser. Donc vous voyez l'URL, et qui a permis de créer le modèle et qui facilite justement la possibilité de tester plusieurs têtes de classification. Et puis, le modèle a été entraîné en multiclasse. Donc, une phrase est dans une et une seule classe, donc correspond à une et une seule ESRS. Et donc, le dataset final comprenait à peu près 2500 phrases de SRS et 900 phrases de non-ESRS, avec une proportion d'à peu près 200-250 phrases par ESRS et 2 à 3 fois plus en général pour les phrases qui ne sont pas des ESRS ici. Donc le déploiement du modèle, en fait, a été fait via une API.
Une API, c'est un service en fait hein, qu'on met en place sur un serveur au niveau du portail RSE. Et ce service, en fait, il est utilisé par le portail RSE, donc qui envoie le fichier. Et puis derrière, en fait, eh bien, ce fichier est décomposé en phrases. Et puis chaque phrase est passée au modèle. Et puis le modèle, en fait, classe les phrases en ESRS ou en non ESRS. Et puis renvoie en fait les informations au portail qui vient en fait derrière toper votre document. Voilà. Alors, on a regardé un petit peu ce que le modèle apprenait et on a essayé de voir comment le modèle sémantique percevait dans son apprentissage les phrases et donc les mots qui ressortaient en fait des différentes SRS. Donc ici, on est sur l'environnement. Et si on regarde par exemple le changement climatique, on voit que les mots qui ressortent le plus fréquemment pour déterminer une SRS E1 sont climatique, énergie, carbone, émissions, CO2, consommation, renouvelable, décarbonation, réduction. Donc on est vraiment dans la thématique et le champ lexical est assez cohérent par rapport à ce qu'on recherche. Si on regarde pollution, on est évidemment sur des mots comme pollution, substance, polluant, rejet, organique, qualité. Il y a aussi des choses un peu plus techniques comme le SO2, le côté dangereux, l'oxyde. Donc ce qui est assez cohérent également. Si on regarde en fait sur la partie ressources hydriques, on tombe sur l'eau, la consommation hydrique, les quantités, les mètres cubes, les litres, les ressources, les prélèvements, la gestion de l'eau, tout ce qui est aquatique. Donc ce qui reste aussi assez cohérent, même si l'eau ressort fortement. Si on regarde en fait la biodiversité et les écosystèmes, on est sur la préservation de l'écosystème, tout ce qui va être naturel, le terrestre, les espèces, les impacts, la biodiversité, l'écosystème, la déforestation. Donc c'est assez cohérent aussi. Et puis enfin, si on regarde tout ce qui est ressources et économie circulaire, on va retomber sur le recyclage, les matières, les déchets, tout ce qui va être plastique, vie du produit, le côté durable, les emballages, le matériel. Ce qui reste aussi assez cohérent. Donc le modèle a réussi à trouver en fait des informations intéressantes dans les phrases qui concernent les ECRS de l'environnement pour être capable en fait de créer des règles qui vont lui permettre de pouvoir situer de nouvelles phrases dans ces catégories-là. Alors si on regarde à présent tout ce qui est social, bah, de la même manière, hein, donc sur la conduite des affaires, sur tout ce qui est personnel de l'entreprise, on va être sur salariés, collaborateurs, alors santé, femmes, hommes, salaire, compétences, travail, sécurité, formation, tout ce qui va être social, personnel, employé. Donc on est sur des choses qui sont assez cohérentes également. Si on regarde tout ce qui est personnel de l'entreprise, donc on va être sur le S2, fournisseur, chaîne, entreprise, prestataire, également très cohérent. Sur tout ce qui va être communauté affectée, donc tout ce qui va être local, tout ce qui va être projet local, territoire, action locale, communauté, population, donc ce qui reste assez cohérent également. Et enfin, sur consommateurs et utilisateurs finaux, on va être sur le service, les clients. Alors, il y a également différentes notions, hein, puisque parmi vos entreprises, vous n'avez pas tous des clients, certains peuvent avoir des patients. Donc, on va retrouver différentes notions. Et puis, tout ce qui va être consommateur également. Service, sécurité, qualité produit, satisfaction, relation client, clientèle, etc. Donc, ça reste assez cohérent. Si on regarde comment le modèle, en fait, je pense que tu peux avancer, Julie. Comment le modèle se comporte sur la gouvernance. Alors, on va retrouver des termes un peu chocs. La corruption, tout ce qui va être conduite, conduit, le risque, tout ce qui va être éthique, anticorruption, le respect des lois de l'entreprise, tout ce qui va être comportement à risque, tout ce qui va être mis en place, les dispositifs, etc. Donc, ça reste assez cohérent. Ces informations, en fait, on a pu les capter à l'aide d'une librairie qui s'appelle Captom, qui est une librairie Python.
et qui permet de, à partir finalement des phrases qui sont topées dans des catégories de SRS, de remonter jusqu'aux mots et de voir en fait quelle est l'importance des mots pour le modèle en vue de bien prédire en fait les différentes catégories de SRS. Alors, le modèle, bon, ça devient un peu plus technique, mais le modèle, on l'a validé, c'est-à-dire, on a tout d'abord validé sur le jeu d'entraînement. C'est-à-dire, on a travaillé sur ce qu'on appelle une validation croisée. On a découpé le jeu d'entraînement en 10 parties, et puis on en a gardé 9, et on l'a entraîné pour prédire la 10e partie. Et puis on l'a fait 10 fois. Donc on a eu 10 blocs de prévision, on les a concaténés, et puis on a obtenu des résultats. Donc à chaque fois, en fait, on a entraîné le modèle sur des parties qu'on a testées derrière sur une partie qui n'avait pas été entraînée, pour éviter les problèmes de leak. Et on voit que le modèle se comporte plutôt bien. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les métriques, mais on a une accuracy qui est plutôt bonne sur une classification multiclasse avec 11 classes. Le modèle a réussi dans 90% des cas à trouver la bonne solution, ce qui est plutôt bien. Quand on compare les prévisions par rapport à la réalité des classes de chaque phrase, on voit qu'on a un coefficient à 0,88, donc un coefficient qui est très bon, hein, qui tend vers 1. Et puis de la même manière, on voit en fait que le modèle se comporte bien à la fois globalement et à la fois pour chaque petit modèle, chacun des 10 modèles, puisqu'il y a peu d'écart en fait finalement entre les modèles et que l'accuracy, la MCC, le F1 score reste assez cohérent et assez proche en fait du modèle global. Donc c'est un modèle qui semble très bon. Après, si on regarde un petit peu plus dans le détail et qu'on regarde chacune des ESRS, on voit qu'en termes de précision, le modèle prédit plutôt bien et assez précisément. Donc on tend vers 1. Un peu moins sur la partie conduite des affaires, G1. Et il prédit un peu moins sur la partie G1 et il prédit un peu moins souvent également. Donc le recall est un peu bas aussi, mais il reste quand même très bon. Et on voit que côté non-ESRS, on prédit assez bien, donc il y a peu de faux positifs finalement. Donc est-ce que le modèle est vraiment trop bon? Est-ce qu'il y a du surapprentissage? Est-ce que finalement on manque de variété dans les données? Et est-ce que ce modèle en fait peut généraliser à de nouvelles données qui ne sont pas dans le jeu d'entraînement? C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Donc, on a travaillé sur des données et sur le rapport de durabilité que la société ARC nous a transmis. Donc, on les remercie beaucoup pour ça et nos échanges également. On voit en fait que si on applique le modèle à des données que le modèle n'a jamais vues, bah, il se comporte plutôt pas mal aussi, puisque globalement, on a des métriques qui sont bonnes, hein, qui tendent vers 1. Évidemment, le modèle fait des erreurs, comme tout modèle, mais obtient des résultats qui sont assez satisfaisants. Si on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que pour certaines catégories, notamment la biodiversité écosystème 4, la précision est un peu moins bonne. Alors, bon, c'est aussi normal parce qu'on n'avait qu'une phrase en fait sur la catégorie. Alors, je me suis trompé en fait. Non, c'est bien ça. Sur la catégorie 4, on n'avait qu'une seule phrase. Et il semblerait qu'en fait, il y ait deux phrases de non-ESRS qui aient été topées dans la catégorie 4, ce qui fait qu'on n'a qu'une précision de 33, 0,33, donc ce qui est un petit peu basse. Par contre, le modèle a bien trouvé la seule phrase qui était dans cette catégorie-là. On voit que sur G1, en fait, en conduite des affaires, eh bien, on reste un petit peu bas. Donc, le modèle prédit est précis, mais n'est pas précis souvent. Et c'est également le cas pour S3. Le modèle est précis, mais il, il est un petit peu en deçà des autres catégories. Et sur les noms de SRS, eh ben, c'est la catégorie qui est la plus complexe, puisque c'est la catégorie dans laquelle il y a plus de variété. On voit que le modèle généralise moins bien, c'est-à-dire qu'il y a des noms de SRS qui ont été topés dans des ESRS. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est normal, un modèle ne peut pas être parfait, et que on a quand même réussi, avec 200 ou 230 phrases par ESRS, à obtenir des résultats qui sont relativement bons pour chacune des ESRS. Pour les non-ESRS, c'est un peu plus compliqué parce que, on va dire que le champ du possible est beaucoup plus important. On peut trouver tout type de phrases dans les documents. Et du coup, il est difficile d'apprendre au modèle quelles sont les phrases qu'on peut trouver qui ne sont pas des ESRS.
On a réussi en partie à le faire. Et je pense qu'effectivement, dans une version future, peut-être qu'il faudra rajouter des phrases non ESRS pour améliorer en fait les résultats du modèle, puisqu'on voit que les noms ESRS qui sont mal en fait prédits viennent se reporter dans les catégories ESRS. Alors ça peut se faire aussi avec votre aide, c'est-à-dire effectivement si vous détectez dans les documents et dans les phrases qu'on a testées et qu'on a prédites pour vous, si vous détectez des erreurs, bah, effectivement, vous pouvez nous en faire part. Et puis, on peut mettre en place une boucle d'apprentissage, ou on pourrait mettre en place une boucle d'apprentissage avec vous pour améliorer le modèle et le réentraîner de telle manière que, il soit de plus en plus performant et qu'il apporte bah, de plus en plus satisfaction. Voilà, Julie. Super, bah, merci beaucoup François pour toute cette présentation très technique. J'espère que ne vous a pas trop perdu et que c'était J'espère assez. aussi. Voilà, ça vous permet un peu d'en savoir plus sur la manière dont justement cette intelligence artificielle a été faite. Et donc, une fois que voilà, tout ça a été fait par François et que la base de données a été finalisée, on a enfin pu donc lancer cette intelligence artificielle. Donc, on a voilà, créé différents supports sur le portail RSE, que ce soit un support vidéo, que ce soit des articles. On a également voilà, besoin aussi de vos retours. Donc, une fois que, maintenant qu'on vous a présenté, peut-être que vous allez aller l'utiliser. Et on est très preneur donc de vos retours sur les tests que vous allez faire, sur la pertinence du coup des résultats. Et également, on est aussi très preneur de savoir quels seront les autres cas d'usage qui vous seront utiles. Parce que voilà, pour le moment, cette intelligence artificielle a été mise pour vous aider sur l'analyse d'écart. C'est vraiment le premier cas d'usage. Il y en aura bien sûr d'autres. Et on est très preneur voilà, de ce qui vous serait utile. Ensuite, concernant donc l'IA, voilà, c'est le moment de vous faire la démonstration. Donc juste avant, je vous présentais globalement par des captures d'écran ce que c'est, et ensuite je partagerai mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour pouvoir accéder à l'intelligence artificielle, vous devez donc être connecté sur le portail RSE. Donc, vous devez avoir un compte. Ensuite, vous devez aller dans votre espace donc tableau de bord et vous allez donc sur la CSRD pour pouvoir justement accéder à cette fonctionnalité. Une fois que vous êtes sur la fonctionnalité donc, du tableau de bord pour faire votre CSRD, vous allez sur la phase 2, collecter les données, et ensuite sur l'étape 2, réaliser l'analyse d'écart. Et donc, vous arrivez là sur ce que vous pouvez voir sur cette capture d'écran, donc sur cet écran-là. Ensuite, vous descendez, et là, vous pourrez donc téléverser vos documents, mais je vais vous montrer dans un instant comment faire. Une fois que vous avez téléversé tous vos documents, voici en fait le tableau de synthèse sur lequel vous allez tomber et qui va vous donner en fait le nombre de phrases qui ont été détectées par ESRS. Donc bien sûr, vous pouvez téléverser plusieurs documents avec l'IA. Et ensuite, ici, elle va juste vous dire globalement, en fait, dans tous les documents, le nombre de phrases qui ont été détectées par ESRS. Donc il est possible de télécharger un tableau par ESRS ou alors, si vous préférez, de télécharger un Excel global qui va recenser toutes les phrases donc de tous les ESRS et de tous les documents. Et également, dans le tableau Excel, vous aurez accès aussi au numéro de la page pour que ça soit plus facile pour vous ensuite d'aller dans le document où la phrase est présente pour pouvoir la retrouver. Ensuite, une fois que vous téléversez vos documents, vous allez en fait devoir attendre un tout petit peu que l'IA fasse son travail. Et une fois que l'analyse sera faite, vous allez recevoir un mail. Donc voici les différentes captures d'écran du mail que vous allez recevoir qui va vous dire que l'analyse est prête et que vous pouvez aller sur le portail RSE. Donc vous pouvez aussi téléverser vos documents, attendre quelques minutes, vous recevez le mail et une fois vous rafraîchissez la page et vous aurez accès aux résultats. Et enfin, voici à quoi ressemble l'Excel. Donc, je vais vous montrer tout ça, bien sûr. Donc, vous avez soit la synthèse de tous les résultats avec tous les documents, toutes les phrases, ou alors vous avez la synthèse par ESRS. Je vais vous présenter donc, mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien. François, est-ce que tu peux me confirmer si on voit bien mon écran? Alors, je ne le vois pas pour le moment. Ok, bon, je recommence. Ah, je ne peux pas partager mon écran. Peut-être essayer d'arrêter le partage et de repartager. Alors, je recommence.
Ok, ça devrait Oui, c'est mieux. fonctionner. Super. Donc voilà, Parfait. donc, une fois que vous êtes donc connecté sur votre compte, vous allez donc dans tableau de bord et ensuite dans votre entreprise. Ensuite, vous allez sur rapport de durabilité, tester un rapport de durabilité. Ensuite, vous allez dans collecter les données de son entreprise, réaliser une analyse d'écart. Donc ici, on va vous expliquer ce qu'est l'analyse d'écart. On vous explique un peu le procédé sur comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir justement accéder aux résultats de cette intelligence artificielle. Donc ici, vous pouvez parcourir et vous pouvez donc téléverser des documents. Donc ça va être seulement des documents qui seront en français. On vous conseille de téléverser des documents qui sont des données publiques, qui ont un format maximal de 50 MO et de téléverser aussi des PDF. Les autres types de documents, que ce soit des images, ne fonctionneront pas car le modèle a été entraîné justement pour lire des textes sous format PDF. Donc pour vous faire un exemple, si je parcours mon écran, je peux donc téléverser mon document. Donc une fois que j'ai versé, je fais envoyer. Et ici, j'arrive donc sur mes fichiers, je fais lancer une analyse et là, je peux attendre quelques secondes, quelques minutes avant d'avoir le résultat. Donc, je suis censée recevoir un mail normalement dans la minute. Mais si jamais voilà, vous rafraîchissez la page, l'astuce est que vous avez directement les résultats. Donc ici, en fait, vous avez une synthèse du nombre de documents qui ont été analysés, le nombre de phrases pertinentes qui ont été détectées et le nombre d'ESRS thématiques détectés. Donc il y a bien sûr 10 ESRS thématiques. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 8 sur 10 qui ont été détectés. Ici, je peux télécharger la synthèse de tous les résultats sous format Excel. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Peut-être pas. Bon, vous avez donc accès à la synthèse. Ensuite, quand vous descendez, vous avez donc ce tableau de bord qui vous permet en fait d'avoir le détail en fait de chaque ESRS sur le nombre de phrases détectées. Et ici, vous avez également la possibilité de télécharger l'Excel qui correspond à chaque ESRS si jamais vous voulez vous focaliser seulement sur un ESRS pour le moment. Vous pouvez bien sûr téléverser plusieurs documents en même temps. Voilà, si je fais un autre exemple. Donc, il faut toujours envoyer. Ensuite, vous l'avez ici. Vous faites lancer une analyse. Et si jamais vous rafraîchissez, vous avez directement l'analyse qui est faite. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a voilà, d'autres phrases qui ont été détectées. Et ce qui vous permet d'avoir accès à toutes ces données. Je vais arrêter mon écran pour voir si vous avez des questions. Donc voilà, et donc vous avez accès aux différents tableaux Excel que vous pouvez ensuite utiliser vous en interne. Vous avez ces phrases et vous avez donc la possibilité de voir, on va dire, dans chaque document, toutes les informations qui vous permettent de répondre aux ESRS. Donc bien sûr, j'ai vu dans les questions où vous demandez le niveau justement de précision pour les ESRS. Donc on n'est pas allé jusqu'au data point, donc au point de données de chaque ESRS. On est vraiment resté dans la globalité sur les ESRS. Donc bien sûr, après, ce sera à vous de faire ce travail une fois que vous avez donc les phrases qui permettent de répondre globalement à l'ESRS E1 changement climatique. Vous avez le document en interne et ensuite à vous de faire le travail pour voir si jamais si la phrase vous permet de répondre à un certain point de données. Donc, concernant la suite, donc j'ai vu des petites questions aussi dans le chat. On travaille également sur la correspondance entre donc, les VSMI et les ESRS. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc le tableau Excel, en fait, et l'IA en général, permet de répondre aux ESRS. Mais bien sûr que l'IA est disponible, accessible et peut être utilisée par tout type d'entreprise, peu importe le reporting qui est choisi. Et avec ce tableau de correspondance, en fait, l'IA, vous allez pouvoir donc utiliser cette IA et vous aurez un tableau à côté qui vous permet de vous dire, bon, bah, si jamais vous avez cette ESRS, voilà à quoi ça correspond si jamais vous utilisez les VSMI. Également, donc, on est très preneur de vos retours. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer par mail. Donc, j'ai mis le mail dans le chat ou sinon sur le support à la fin, il y aura le mail. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous pensez de cette intelligence artificielle, des résultats aussi qui vous ont été donnés.
Et on travaille aussi sur des nouvelles versions de cette base de données dont on vous a parlé, pour aller justement vers de plus en plus de précision. Donc, comme vous avez montré, François, aujourd'hui, on est sur des résultats qui sont plutôt bons, mais bien sûr, ils sont toujours améliorables. Donc, notre but, c'est bien sûr d'essayer d'arriver à une intelligence artificielle qui est le plus proche de la réalité, mais bien sûr, il y a une marge de progression. Donc, on est très preneur de tous vos retours. Et avant de passer à une session de questions-réponses, voilà, si vous pouvez mettre dans le chat et répondre à cette question, est-ce que vous avez d'autres idées de cas d'usage dont vous aurez besoin pour cette intelligence artificielle? N'hésitez pas à nous écrire, voilà, dans le chat. Et en attendant, c'est le moment des questions-réponses. Donc, j'avais noté une question donc, plus en haut, je vous ai dit que vous allez répondre après. Donc, concernant la confidentialité des données. Donc, François, je peux te laisser y répondre, s'il te plaît. Oui, donc en fait, le modèle en fait est le service qui permet de détecter les ESRS dans vos documents. Il est local en fait au portail RSE, donc il n'y a aucune information et aucune donnée qui transite à l'extérieur du portail RSE. Ça, c'est la première chose. Et dans le portail RSE, en fait, les échanges sont sécurisés et sont cryptés. Donc, il n'y a pas non plus de problème de transfert de données sur le portail RSE. Donc, du côté de vos données, en fait, elles ne sont pas stockées sur l'API. Du coup, l'API, en fait, et le service ne fait que détecter à un instant donné qu'une phrase est une SRS ou pas, renvoie l'information au portail RSE et ne stocke pas en fait cette information localement. Donc, on n'a pas de problème de sécurité en tant que tel sur le serveur qui propose ce service de détection des ESRS dans les documents. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre simplement à votre question. Parfait. Donc, concernant toutes les questions sur l'utilisation de l'IA pour analyser les données ESRS d'un tiers, bien sûr, c'est tout à fait possible de l'utiliser. Alors, les types de documents qu'on peut télécharger, ça va être des documents PDF, hein, c'est bien ça, François, ou on va dire tous les documents où en fait ça va être des images, ça ne va pas fonctionner. Oui, c'est ça. En fait, pour le moment, on ne travaille que sur la partie texte des documents PDF. Donc, effectivement, si vous avez des documents PDF qui ne contiennent que des images, ça va poser problème puisque on ne lit pas le contenu des images, on récupère pas le texte du contenu des images pour procéder à la détection des ESRS. On ne le fait pas parce que c'est une opération qui est relativement longue et qui nous aurait pris trop de temps et qui aurait pénalisé en fait finalement les personnes qui déposent des documents en texte par rapport aux personnes qui déposent des documents avec des images. Et c'est aussi un peu plus compliqué les textes sont aussi un peu plus compliqués à récupérer dans des images que directement dans du PDF. Je Exactement. réponds, Et aussi, je peux répondre aussi à une question que j'ai vue passer qui concernait en fait, je crois, est-ce qu'on change les textes ou est-ce qu'on modifie les textes en fait qu'on vient prendre dans les documents? Il n'y a pas de modification des textes en fait. Ce qui se passe, c'est que dans certains cas, on est sur du multicolonne et que quelquefois les phrases se retrouvent en fait sur à plusieurs endroits dans la colonne, et donc on vient juste concaténer les, 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 les morceaux de phrases pour reconstituer la phrase afin de détecter en fait si elle appartient à une catégorie de SRS ou pas. exactement. Et aussi, autre chose que je précise, c'est que l'intelligence artificielle a été entraînée sur des données qualitatives et non pas quantitatives, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas capable d'analyser, on va dire, les chiffres. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous devez faire votre reporting sur changement climatique, pollution, ça va être beaucoup de chiffres. Et en fait, l'intelligence artificielle n'est pas capable de lire, par exemple, des tableaux et de vous fournir ces informations. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au début, on a vraiment précisé que ça va être des informations qualitatives. Alors, concernant les autres questions. Alors, merci pour toutes les personnes qui répondent à la question sur les cas d'usage. Alors, les autres questions. François, si tu en vois passer, tu n'hésites pas aussi. Oui, oui, je regarde également. Ouais.
Alors, les documents qui sont importés, en fait, elles restent donc sur le serveur du portail. Et si jamais vous les supprimez, elles ne sont plus du tout sur le serveur. Donc, et elles restent vraiment au sein de votre compte et c'est pas du tout diffusé publiquement. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça peut être utilisé pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs? Bien sûr. Cet outil est vraiment à la destination de tout le monde. Alors, aujourd'hui, il a été mis sur la partie CSRD, analyse d'écart, mais globalement, cet outil permet vraiment juste d'analyser les documents que vous avez en interne sur les informations de durabilité. Donc, même si vous n'avez pas de CSRD ou d'autres types de reporting à faire, ça peut être un outil aussi qui peut vous être utile pour en fait comprendre et connaître toutes les informations qui sont au sein de vos documents. Donc c'est pour ça que voilà, on précise vraiment que c'est le premier cas d'usage qui est fait aujourd'hui, mais c'est vraiment pas l'IA n'a pas été créée seulement pour cet usage-là. Alors concernant tout ce qui va être d'aller jusqu'au niveau du data point, alors on a pas mal réfléchi au début d'aller jusqu'à ce détail-là, mais c'est énormément de travail, c'est très long. Là, ça nous a déjà pris 6 mois pour faire juste une base de données sur les ESRS thématiques globalement. Donc, est-ce que ça peut être envisagé? Selon les besoins vraiment des entreprises, ça peut être quelque chose que l'on pourrait faire, mais bien sûr, ça demandera du temps et des ressources. Donc, il n'y a pas vraiment, voilà, on ne peut pas vous dire oui ou non, c'est pas prévu pour le moment. Et puis également, selon également, on va dire, ce qui est fait au niveau européen de réécriture justement de ces ESRS et de ces data points, potentiellement, si jamais on le fait, on attendra vraiment la version finale pour pouvoir le faire, si jamais on envisage de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, l'utilisation de l'IA pour calculer l'index égalité homme-femme à partir de données est-elle déjà possible? Alors, l'IA ne permettra pas de calculer, elle vous permettra justement de détecter si la phrase existe. Donc, si jamais vous téléversez vos documents et que vous avez déjà, on va dire, répondu à cette question, l'intelligence artificielle va vous dire justement sur votre ESRS S1, l'information s'y trouve. Mais l'IA ne va pas vous aider à calculer ce contenu. Est-ce qu'on pourrait imaginer une page où on pourrait télécharger les Excel des rapports existants pour éviter de le repasser par l'outil IA? Normalement, c'est faisable. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais on va dire, une fois que vous avez donc téléversé vos documents, vous avez accès justement à des Excel qui recensent toutes les phrases qui ont été détectées permettant de répondre aux ESRS. Et vous pouvez le faire globalement en synthèse avec tous les documents téléversés, toutes les phrases et les numéros de page, ou alors vous pouvez vous focaliser sur simplement des ESRS. Quelle est la finalité du portail? Alors le portail, la finalité, c'est vraiment d'être un outil qui vous permet en fait de connaître déjà vos obligations RSE, parce qu'il y en a maintes et maintes qui existent aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Donc un des buts justement du portail, c'est d'essayer de vous faciliter, on va dire, la compréhension de ces réglementations. Donc c'est pour ça que quand vous allez sur le portail, vous avez toute une partie sur un peu de pédagogie qui vous avec des fiches pédagogiques qui vous expliquent ce qu'est chaque réglementation. On a aussi pour projet d'aller plus dans le détail, donc d'aller dans des réglementations sectorielles pour vraiment faciliter la vie des entreprises selon leur secteur d'activité. Et au-delà donc, de ce rôle un peu pédagogique du portail RSE, il y a également une grosse partie qui est que le portail vous permet de vous mettre en conformité. Et donc, il y a toute cet outil de tableau de bord, outil de pilotage qui va en fait vous indiquer les lieux si jamais ces sites existent déjà. Donc, par exemple, pour l'index EGAPRO, pour l'audit énergétique ou pour votre bilan de gaz, vous pouvez donc en fait aller directement sur les sites qui existent déjà. Donc, on va vous renvoyer vers ces sites-là. Et lorsque les sites n'existent pas, ce qu'on a mis en place,
c'est des fonctionnalités qui vous permettent de répondre. Donc, par exemple, pour la PDESE, on a créé un formulaire où vous pouvez en fait remplir toutes vos informations et à la fin, vous pourrez télécharger ce document, ce qui vous permettra d'être en conformité, d'avoir ce document et de l'utiliser en interne pour pouvoir répondre à cette obligation. Et également, on vous propose des fonctionnalités. Donc, comme ici, sur la CSRD, on a créé un guide interactif qui vous permet en fait de connaître en fait toutes les étapes pour pouvoir vous mettre en conformité. Donc, une sorte de guide plutôt narratif. Et il y a également quelques fonctionnalités qui vous permettent en fait de réaliser quelques étapes sur le portail. Puis ensuite, vous pouvez continuer les étapes au sein de votre entreprise, revenir sur le portail pour mettre les informations et continuer dans cette mise en conformité. Et cette intelligence artificielle, justement, a été mise ici donc, pour l'analyse d'écart pour vous proposer justement un outil qui va vous faciliter cette mise en conformité. Peut-on télécharger les documents obtenus via l'IA? Alors, vous pouvez télécharger, oui, les tableaux Excel, bien sûr. L'IA peut être utilisée pour une démarche RSE d'une entreprise PME. Alors, l'IA, vraiment, comme je vous ai dit, pour le moment, c'est la première étape, c'est sur l'analyse d'écart, mais là, vous pouvez vraiment utiliser l'intelligence artificielle comme vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut détourner pour les data points si on transforme les chiffres du texte au préalable? Alors, dans la base de données, en fait, sur les phrases qui ont été mises, on a bien sûr pas mal de phrases où il peut y avoir des chiffres, mais comme François l'a expliqué, le modèle est vraiment sur la sémantique, sur les mots, et pas sur les chiffres. C'est bien ça. Après, peut-être que l'intelligence artificielle va un peu elle va analyser le contexte, et donc potentiellement, elle peut en fait vous amener vers la page adéquate où il y aura donc ces informations chiffrées, mais elle trouvera ces informations chiffrées du fait du contexte des phrases qui peuvent s'y trouver avant ou après, donc qui peuvent justement analyser les données de ce tableau. Utiliser l'IA pour approcher la victoire. Merci pour vos messages. Donc, bien sûr, pour des personnes qui redemandent le support ou l'enregistrement, bien sûr, on va vous renvoyer tout ça. Bien sûr, bien sûr. Si François, tu peux répondre à la question sur l'empreinte carbone, l'impact de l'IA. Alors, l'empreinte carbone, on ne l'a pas mesurée en tant que telle, mais elle reste assez raisonnable parce que le modèle qu'on a utilisé, c'est un modèle qui est relativement frugal par rapport au modèle qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et donc, c'est un modèle en fait qui fonctionne, comme vous l'avez vu hein, dans la démonstration, qui fonctionne sur des serveurs en CPU. Et donc, on voulait pas en fait utiliser de serveur GPU pour le modèle, même si c'est plus rapide. Et du coup, en fait, c'est un modèle qui est certainement plus frugal que les modèles qu'on peut avoir aujourd'hui, et en particulier les modèles génératifs. Donc, je pense qu'on pourra mesurer effectivement l'empreinte carbone, mais on ne l'a pas encore fait. Je n'ai pas répondu complètement bien à la question, mais j'espère que ça pourra vous apporter déjà un éclairage. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Vous étiez très nombreux. Voilà, donc on espère que cette intelligence artificielle vous sera utile, que vous allez pouvoir l'utiliser. Et on est vraiment impatient d'avoir tous vos retours dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez ici donc, dans le support l'adresse mail du portail. Donc voilà, on vous enverra le support, le lien de l'enregistrement. Et voilà. Un grand merci pour votre présence. Et voilà, pour finir, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre page LinkedIn où on publie toutes les informations que l'on fasse sur les fonctionnalités du portail ou même sur de la veille pédagogique. Et également, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre si jamais vous ne l'êtes pas déjà pour avoir accès à toutes les nouveautés du portail. Merci à tous. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.